BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. 19h30 en ce lundi, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir sincèrement de vous retrouver. Et merci d'être là, fidèles, chaque soir à Tech & Co, la quotidienne. On est à la radio, on salue tous ceux qui sont peut-être dans leur voiture pour rentrer du travail. On est aussi à la télé, bien sûr, sur les box. Et on est en replay, vous le savez, à la radio, enfin en tout cas en audio, sur toutes les plateformes de podcast et en replay vidéo et notamment sur YouTube, puisque le lendemain de la diffusion de cette émission, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Avec au sommaire pour ce lundi dans Tech & Co, la quotidienne, eh bien cette remontada de Huawei qui a subi de plein fouet en fait toutes les interdictions américaines est en train de rattraper son retard, notamment sur les puces. On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi cette nouvelle Ferrari. L'avez-vous vu? Elle est quand même assez étonnante. Les avis sont quand même assez partagés, mais le design est signé Jonathan Ive et ça change tout parce que tout de suite on associe Ferrari à Apple. Et puis tout à l'heure je recevrai le monsieur Alexa français, puisque ça y est, Alexa Plus a été lancé aujourd'hui chez nous. Alors qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version d'Alexa Plus? On rentrera dans les détails tout à l'heure avec Clément Monjou, donc, qui est le porte-parole d'Alexa pour la France. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là et encore une fois bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et pour débriefer l'actu pendant une heure ce soir, nous avons Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio depuis le Québec. Salut mon Bruno. Salut, je vous dis bonjour ou bonsoir chez vous. Quelle heure il est là chez toi? Il est 13h30. Eh bien voilà, Bruno sort du déjeuner. Voilà. Est-ce que tu as la canicule au Québec en ce moment, mon cher Bruno? Écoute, nous, on ne se plaint pas parce qu'il fait 25 degrés et ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez présentement. Bon, écoute, en tout cas, merci d'être là. Bruno Guglielminetti, qui est journaliste, bien sûr, animateur de son carnet de l'actualité numérique et de ses 120 secondes de tech que vous pouvez écouter tous les jours à loisir. N'hésitez pas, on en devient vite accro. Nous avons aussi avec nous Enguerrand Renaud. Salut Enguerrand. Salut François. Directeur de la rédaction de Satellifact. Voilà, pour tous ceux qui travaillent dans les médias, qui sont dans le spectacle, le divertissement. Le cinéma. Le cinéma, c'est le média à suivre. Voilà. Et voilà, pour avoir des informations de toute première fraîcheur sur ces sujets. Et Tristan Nitto est avec nous aussi ce soir. Salut. Bonsoir. Tristan. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Autok Technologies. On va parler donc de Huawei qui aurait trouvé, écoutez bien, la formule gagnante pour rivaliser avec les meilleures puces du marché. Il ne cherche plus en fait aujourd'hui à copier des technologies dont il est coupé à cause d'embargos, notamment américains, mais plutôt à développer une nouvelle façon de faire des puces. Par exemple, une page blanche, avec l'objectif d'être dans 5 ans au même niveau que les produits américains les plus performants du marché. Erwan Morris nous raconte tout ça. Pékin rêve d'autonomie stratégique, Huawei est peut-être en passe de lui offrir. Le géant chinois travaille d'arrache-pied à rattraper son retard face à des Américains loin devant. Privé des machines de gravure d'ASML essentielles à la fabrication de puces haute performance pour alimenter les systèmes d'IA, Huawei creuse une voie parallèle, une nouvelle architecture pour la première fois basée sur la loi de Thau plutôt que la loi de Moore. En d'autres termes, une technologie qui s'attache à réduire le temps de propagation du signal plutôt que de réduire la taille des transistors, et c'est donc avec cette technologie que sa toute dernière puce Logic Folding va être industrialisée cette année. Une contrainte, malgré tout, l'important risque de surchauffe de ce système. Les ingénieurs de Huawei vont devoir trouver des solutions pour dépasser cette limite avant d'espérer un déploiement dans les data centers. Ils visent 2031. En attendant, cette puce devrait être intégrée pour la première fois à l'automne dans son smartphone, le Mate 90. Voilà, c'est intéressant parce que, bien sûr, aujourd'hui, on le voit, l'or technologique, c'est les puces. Et celui qui tient la recette de la puce la plus puissante, en tout cas la plus, on va dire, passe-partout, a tout compris. On le voit aujourd'hui avec TSMC, ASML qui est notre champion européen qui lui fabrique les machines qui permettent en fait d'imprimer ces processeurs se portent très très bien aussi et comme le disait et l'expliquait Erwan, depuis des années aujourd'hui Huawei subit en fait les embargos américains et n'a plus accès à ces dernières technologies. C'est intéressant de voir que dans la difficulté,
l'humain, mais d'une manière générale, les Asiatiques arrivent à trouver des solutions pour non seulement rivaliser avec, s'affranchir des technologies occidentales, mais aussi rivaliser technologiquement. Quel est ton point de vue, Tristan? T'as suivi un petit peu cette histoire? Ah oui, alors, il va falloir faire la part des choses parce que, déjà, oui, c'est intéressant. Ils se mettent à mettre des transistors, à empiler des transistors. Et ça, en fait, il y avait déjà des recherches sur le sujet, faire de la 3D, enfin, au sens de empiler. Donc, ils n'ont pas utilisé le mot 3D, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est au lieu de faire ça sur quelque chose de plat, et en fait, on le fait en trois dimensions. Au lieu de faire une maison plein pied, tu fais des immeubles, quoi. Voilà, c'est ça. Avec les problèmes bien soulevés, c'est que ça pose des problèmes de refroidissement, parce que évidemment, ton transistor au milieu, il est isolé du reste. Et tous les étages chauffent. Voilà, exactement. Comme tu peux ne pas, c'est dans ton immeuble, si ton voisin il chauffe bien en dessous, tu n'as pas besoin de. C'est un peu le même truc. Ça. Alors, les voisins ne chauffez pas en ce moment. Hein, c'est pas la peine, s'il vous plaît. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Par contre, s'ils ont la clim, ils peuvent la mettre plus fort. Oui, un peu plus fort. Ça nous irait bien. Et par contre, après, c'est savamment habillé de marketing, c'est-à-dire que leur loi de taux, ça remplace la loi de Moore, etc. En fait, la loi de Moore, c'était juste de la planification industrielle, en se disant, si on continue à investir en R&D, on devrait arriver où on se fixe comme objectif d'être 2 fois plus puissant tous les 2 ans. En fait, ils appellent ça loi de taux, mais ils font de la loi de Moore eux aussi, quoi. C'est juste qu'ils ont trouvé un nouveau nom comme si c'était absolument révolutionnaire. L'innovation est intéressante, mais c'était pas les seuls à travailler sur le sujet. Et ils sont quand même drôlement en retard. Donc, ils vont peut-être être les premiers à faire beaucoup de circuits en 3D. Ok, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça va mettre la pression aux autres industriels, mais ils vont peut-être rattraper un peu de leur retard. Ouais, ils disent qu'en Guérande, dans 5 ans, ils seront au niveau des Américains, ils auront rattrapé leur retard. Avec cette technologie. C'est ce qu'ils disent, mais ce qui est c'est la loi de l'échelle de taux. Exactement. Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que Huawei se réinvente toujours sous contrainte. Effectivement, en 2020, on l'a retiré. Il était numéro 1, des smartphones. On l'a retiré. Il a réussi à faire un OS totalement chinois et qui marche très bien parce qu'il a retrouvé. Il est premier en Chine, qui est quand même le premier marché mondial. Là, on lui interdit d'avoir accès aux dernières technologies et surtout à ASML. Si t'as pas de machine à ASML, tu peux pas graver. Hein. C'est aussi bête que ça. Effectivement, tous les fondeurs, les TSML, tout ça sont arrivés. On est à entre 5 et 2 nanos, même en dessous de 2 nanos. Et là, c'est impossible, sans machine à ASML. Donc, ils sont obligés de se réinventer. Effectivement, derrière, est-ce que la réalité de la loi de taux est aussi intéressante que ça? Moi, j'avais vu, effectivement, dans quelques labos, dont un à Grenoble, faire des puces en 3D. Beaucoup de gens travaillent dessus. Est-ce que c'est aujourd'hui au niveau industriel, parce que le problème quand on est dans les puces, c'est que c'est des niveaux industriels stratosphériques, quoi. Donc on fait pas un prototype. Donc ça, il va falloir voir si on est déjà passé ce qu'on dit à l'échelle. Et puis on peut, vu ce qu'ils ont fait les dernières années, on peut leur faire confiance. Ils vont trouver des solutions pour contourner tous les embargos qu'on leur a mis. Alors, dire après qu'ils vont rattraper les numéros 1 mondiaux d'ici à 2030-2031, écoute, on en rediscutera, ça, mais bon, je suis franchement pas sûr. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça intéressant de les voir ressortir on a l'impression qu'ils avaient été lancés dans les câbles et à chaque fois, ils reviennent. Mais là, ce coup-ci, ce que je trouve intéressant, oui, il y a le contexte où, justement, on leur avait fermé tous les accès pour utiliser des technologies qui existaient déjà. Mais là, il y a aussi un contexte politique où l'administration chinoise a pas fortement recommandé, mais a obligé toutes les agences, tous les ministères, tous les tenants et aboutissants de l'administration chinoise d'utiliser uniquement du matériel qui va être fabriqué, mais de la puce
jusqu'à l'appareil, là, qui est d'origine chinoise. Alors évidemment, il y a le vent, il y a toute une industrie finalement qui attend. Et moi, j'ai bon espoir de les voir, probablement même avant 5 ans, d'arriver avec quelque chose qui pourrait faire la différence sur le marché. Évidemment, ça va rendre nerveux des gens comme Nvidia et des voisins taïwanais parce que Huawei nous a montré avec le temps que quand ils veulent, ils le peuvent sous la contrainte. Et je pense que tous les éléments sont là pour qu'ils arrivent une fois de plus à s'en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en train de gagner leur indépendance au niveau des processeurs, au niveau des logiciels, parce que la conclusion d'Erwan était très intéressante sur le fait qu'ils vont sortir un prochain smartphone avec cette technologie. C'est-à-dire que c'est même pas encore du prototypage, ça existe déjà chez eux. Et ils ont leur propre Android, qui n'est même plus en Android, je crois. Voilà, ils ont créé leur propre soft, leur propre processeur. C'est incroyable de voir à quelle vitesse la Chine arrive à avoir son indépendance technologique totale. En fait, on les a un peu forcés à contourner l'obstacle en leur disant « Ah, c'est fini, vous avez plus accès aux machines ASML ». Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Et ça, c'est bien, avec le gouvernement qui suit, qui encourage, donc qui pousse à l'achat de technologies locales. Évidemment, ça fait un appel d'air et ça permet parce qu'ils sont suffisamment bons, ça leur permet de libérer un marché pour la techno chinoise et la faire avancer à marche forcée. C'est fort. Est-ce que finalement, enfin oui, vas-y Enguerrand, parce qu'après j'avais une question collégiale sur ce sujet. Je disais qu'après, il y a une course, la loi de Moore est toujours là, et je disais qu'on en est à 2 nanos, moi je me souviens très bien. Il y a une partie marketing sur les 2 nanos, il faut se méfier. Il y a une partie marketing. Côté emballage marketing un peu. Quand on arrivait, on disait on ne descendra pas en dessous de 7, on est arrivé à 5, on est arrivé à 2, mais c'est quand même c'est pas l'intégralité du marché. C'est du très haut de gamme. C'est du très haut de gamme pour effectivement, ça vaut très cher, ça demande ça nécessite des investissements énormes, mais gigantesques en milliards pour pouvoir produire ça, et c'est pas l'intégralité du marché. Il faut quand même. C'est clair. Voilà. Donc, ce que je veux dire, dans le marché mondial, il y a de la place, et que Huawei prenne toute sa place dans le marché mondial, ça c'est sûr. Que Huawei soit à la pointe, on the edge, et devant TSML, ça c'est moins sûr. Voilà. Tu veux dire TSMC. TSMC, pardon. TSMC. Ouais. C'est ce qui fait. Bruno, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, ou j'enchaîne avec ma question? Non, je pense que tout a été dit. Il faudra voir, il faut laisser le temps pour... Moi, ce que je trouve intéressant et assez étonnant, c'est que finalement, en privant toutes les technologies occidentales à la Chine, on leur a donné une émancipation qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginé si on avait continué à leur donner toutes ces technologies. Est-ce que c'est un dilemme, mais en faisant ça, les États-Unis ont gagné du temps. Parce que encore une fois, ils les ont privés, ils ont fait un ban, ils les ont privés de toutes les technologies en 2020. D'accord ? En 2020, Huawei était numéro 1 mondial. Ils ont reculé. Ils étaient numéro 1 mondial des smartphones. Les États-Unis, ils savent très bien que les Chinois trouveront d'autres solutions, mais simplement, ils achètent du temps. D'accord ? Et du temps, c'est extrêmement précieux aujourd'hui parce qu'en 2020, ils les ont contraints. Et entre-temps, en 2023, il y a eu l'IA. Et donc, les États-Unis avaient encore un coup d'avance sur l'IA. L'important pour eux, c'est toujours d'avoir le coup d'avance. Et si on avait laissé Huawei ou n'importe quel autre Chinois, c'est eux qui auraient eu le coup d'avance sur les prochaines technologies. Et je pense que les Américains, leur obsession, c'est d'acheter du temps. Oui, c'est sûr. Bruno, t'as pas l'air d'accord. Non, c'est juste que je repense à une entrevue que j'avais lue avec le grand patron de NVIDIA et qui disait que pour lui, évidemment, il est partie prenante dans l'histoire, mais il trouvait que pour lui, c'était un échec, l'approche américaine, parce qu'effectivement, ce qu'on faisait, c'est qu'on obligeait les Chinois à trouver leur propre solution et qu'à moyen terme, peut-être qu'un peu, comme le disait juste auparavant, l'histoire de on gagne du temps, mais le problème, c'est qu'on avait toujours un genre de contrôle par rapport à la technologie à
on les laissait accéder. Et là, c'est fini, là. À partir du moment où ils vont trouver leur propre chemin avec leur propre technologie, il n'y en aura plus de contraintes, il n'y en a plus de contraintes. Et là, les Chinois vont partir dans leur sens. Et là, on va voir les Américains courir après. On peut comparer ça avec l'Europe, où les Américains n'ont rien interdit à l'Europe. L'Europe s'est installée gentiment dans son rôle de colonie numérique, où c'est pratique. C'est pratique. On est bien dans les pantoufles technologiques américaines. On bénéficie de l'effet d'échelle, et donc pourquoi s'embêter à investir, c'est risqué, tout ça. Et aujourd'hui, où la géopolitique est en train de changer, on dit mais en termes d'autonomie stratégique, en termes de résilience, ça commence à être chaud. Et donc. C'est clair. C'est pas une position. C'est vrai qu'on n'a pas été incité à investir. Et on ne l'a pas fait. Ouais. Parce que effectivement, c'était pratique, pas cher, pratique et tout à fait accessible et on gagne. Oui, et puis on pensait que avec les États-Unis, ça durerait toujours. Après tout, il y avait l'OTAN quand même. Oui, bien sûr. Et bien, des relations privilégiées avec les États-Unis. Bon, voilà, on a SML malgré tout, on a quelques pépites. Il y a ST Micro aussi, alors qui est pas du niveau d'un grand fondeur, mais en tout cas qui est là. Tiens, puisqu'on parle de produits chinois, j'aimerais qu'on enchaîne avec le Trump Phone. Vous avez suivi cette histoire-là quand même? Pas du tout, il est américain. Enfin, voyons, saisis-toi. Est-ce que vous seriez prêt? Alors attendez. Laissez-moi envoyer mon reportage et après on en parle, s'il vous plaît. Il serait taïwanais. Exactement. Parce que si vous pourriez peut-être remplacer votre smartphone par un Trump Phone. Bon, après, c'est une question de goût, je sais pas trop. Le président américain, vous le savez, a lancé sa propre marque de mobile dont les premiers exemplaires viennent de sortir. C'est un téléphone censé être ultra patriotique, mais qui fait, vous allez le voir, déjà polémique. Anthony Morel nous en parlait dans Good Morning Business. C'est un téléphone made in USA, mais qui vient d'Asie, donc ça fait un peu tâche forcément, d'où la controverse autour du Trump Phone, le T1, qui vient juste d'être sorti. Il avait été annoncé il y a un peu plus d'un an, certains avaient cru à une blague d'ailleurs, il y a eu plusieurs retards, mais non, il est bien sorti, un téléphone, alors que je vais décrire, il est assez voyant, on va dire bling bling. Il est doré quoi. Ouais, il est doré, voilà, c'est finition dorée. C'est normal, non? C'est vraiment Trump Phone, avec Trump écrit en gros, le drapeau américain, pour la petite histoire, d'ailleurs, ils se sont plantés sur le drapeau américain, c'est-à-dire que le drapeau américain, normalement, il y a 13 bandes, et là, il n'y en a que 11. Donc, il y a eu un problème avec la gravure, visiblement, ce qui a fait partie aussi de la polémique. Et donc, ce téléphone qui, j'allais dire, en termes de caractéristiques et de performance, est assez classique, téléphone milieu de gamme, il devait être le téléphone des patriotes, le téléphone qui prouve qu'on est capable, dans un contexte de guerre économique contre la Chine, de fabriquer aux États-Unis, de fabriquer de A à Z un téléphone américain. Sauf qu'en réalité, quand on gratte un peu le vernis, quand on désosse ce téléphone, on se rend compte que en fait, c'est une ressucée d'un vieux modèle d'HTC. HTC, c'est une marque taïwanaise, c'est vraiment exactement le même modèle, et quand on ouvre le capot, on a à l'intérieur, que ce soit l'écran, le capteur photo, les puces, des composants qui sont en réalité asiatiques, ce dont on aurait pu se douter en réalité, à tel point d'ailleurs que l'entreprise a dû changer son marketing, parce qu'ils avaient dit au début téléphone made in USA, mais c'était quand même assez trompeur. Du coup, maintenant, c'est présenté comme proudly American, donc un téléphone fièrement américain, ce qui est une formulation un petit peu plus floue, on va dire, ça passe un petit peu mieux. Donc forcément, ça fait grincer quelques dents, même si ce téléphone a quand même été commandé par 600 000 personnes. Ouais, 600 000 commandes quand même, c'est dingue. Ah mais tu sais, les pigeons, il y en a beaucoup. Alors... d'un autre côté, ils sont 400 millions. Oui, ils sont beaucoup. 600 000 sur 400 millions, c'est pas énorme, enfin, en termes de statistiques. C'est clair. Moi, je me demande si on l'allume, est-ce qu'on a Village People avec YMCA et Trump qui fait comme ça, là, vous savez, là. Comme ça, ça pourrait être sympa. Enfin, sympa, quelques secondes quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, votre point de vue sur cette histoire, parce que c'est quand même assez révélateur, et ça vient compléter notre précédent sujet, finalement. Parce que, ce téléphone qui se veut être le patriotisme américain à 100%, il est fabriqué à Taïwan, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, à mon avis, le sujet qu'il faut creuser, c'est que les Américains sont incapables de fabriquer ça. On ne peut pas fabriquer un téléphone comme ça aux États-Unis. Il y a deux choses à voir. C'est tout est fake chez Trump, même son Trump Phone.
tout est fait. Et deux, c'est ce que tu disais. On était passé, il y a encore une dizaine d'années, tout était mondialisé. Dans un smartphone, il y avait des composants qui venaient à peu près partout, beaucoup de Taïwan, et il y avait ceux qui assemblaient, donc beaucoup qui assemblaient en Chine. On parle de Huawei, c'était quand même au début, il assemblait, voilà. Et puis voilà. Mais on va de plus en plus, et on l'a vu avec le sujet chinois, et on va de plus en plus vers des mondes séparés où on essaye d'avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est une tentative ratée, a priori, mais on aura des smartphones 100% chinois, Huawei, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On aura très certainement un jour des smartphones 100% américains. Mais le paradoxe, et ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on aura sans doute un téléphone 100% chinois avant qu'on ait un téléphone 100% américain. Bien sûr, c'est ça qui est évident, mais c'est quand un paradoxe, parce qu'effectivement, la plupart des processeurs, c'est 55% de tous les processeurs mondiaux sont faits à Taïwan. Donc, de toute façon, il va falloir... Et n'oublions pas, il y a aussi, et tu parlais de ST microélectronique, dans un smartphone, le Face ID, c'est ST microélectronique. Donc, un smartphone, c'était l'emblème du produit global, mondial. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, pour des raisons politiques ou stratégiques, en faire des smartphones locaux, 100% américains, 100% chinois, alors 100% européens, on n'y arrivera pas. C'est une question. C'est une vraie question. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un smartphone 100% américain, ce n'est pas possible. Tristan, t'as envie de craquer, hein. Je sens que t'as envie d'avoir ton iPhone. Il faut que je le dise déjà. Toutes les casquettes MAGA rouges là, elles sont fabriquées en Chine aussi, et donc en fait on n'est plus à un mensonge près. Il en a vendu des millions, en disant que c'était très très américain, etc. Il y a marqué Made in China dedans et il n'a pas changé. Donc en fait cet homme-là n'est pas concerné par l'intégrité, la morale ou la vérité. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'il nous pipote sur l'origine de son téléphone. En plus du mauvais goût qui est complètement raccord avec la nouvelle déco du bureau ovale. Donc, finalement... C'est vrai que là, poser ce téléphone comme ça sur le bureau de Trump, ça va, quoi. Ouais, moi, je l'aurais fait plus gros pour qu'il ressemble vraiment à un lingot, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et plus lourd aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour être un petit peu plus sérieux, alors peut-être qu'on aura un téléphone européen un de ces jours. En fait, j'ai pas dit tout de suite, ça, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps, et je ne sais pas si on dispose du temps. De toute façon, on est en train de parler du futur, donc on ne peut pas le dire. Mais il y a suffisamment de perturbations au niveau de la géopolitique, des choses qui étaient inenvisageables il y a un an dans les relations avec les États-Unis sont devenues le coût des droits de douane, le coût d'arrêter un dirigeant en Amérique latine, de bombarder l'Iran, etc., de bloquer le détroit d'Ormuz sans demander la permission ou essayer d'embarquer. Avec les conséquences mondiales que ça a sur l'économie. Donc en fait, on est dans un moment extrêmement perturbé qui abîme la mondialisation. Avant, on pouvait se dire, je vais envoyer un cargo, il va arriver dans 2 mois, c'est pas grave, je suis sûr qu'il va arriver. Là, tu as le détroit d'Ormuz, tu as les tarifs, il y a plein d'imprévus, et ce qui fait que ce qui marchait avant, on est amené à le repenser. Et finalement, peut-être que ça va continuer. Peut-être qu'on va s'embrouiller avec les Américains ou avec les Chinois ou je ne sais quoi, et faire que l'un ou l'autre des camps va nous refuser, va nous bloquer l'approvisionnement en smartphone ou en puces électroniques ou en serveurs ou en différentes technologies. On peut très bien entendre les Américains dire « Ah, on n'a plus le droit aux puces Nvidia haut de gamme ». Enfin, j'en sais rien, mais je sais que ça paraît absurde. Mais il y a un an, des tas de choses paraissaient absurdes et elles sont devenues une réalité aujourd'hui. C'est vrai. Donc en fait, la question, c'est vraiment... Les relations s'enveniment pour que... Voilà, exactement. Et on est complètement accro au numérique parce qu'on a tout numérisé dans les entreprises, dans les interactions entre l'administration, les Français, etc. Que, en fait, se posent des problèmes de résilience numérique. Si jamais on subit un nouveau choc,
à quel point on est résilient, à quel point on arrive à faire tourner les entreprises, l'administration, etc., avec un choc qui serait à venir. Et donc, à ce moment-là, peut-être que avoir un smartphone européen va s'imposer de lui-même. Souvenez-vous, on en avait, Alcatel, Ericsson, Nokia, Siemens. Ouais. Siemens. Tu te rappelles? Mais oui, bien sûr. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Non. Bruno, est-ce que tu peux nous montrer ton Trump phone? Je sais qu'il est caché sur ton bureau. Il en a 2. Tu peux nous le montrer. Non, je suis en train de les charger. Parce que l'autonomie n'est pas terrible. Non, c'est pas tellement fort. Non, mais c'est ça. Mais mis à part tous les excellents éléments qui ont été mentionnés par mes collègues, moi, je veux quand même revenir sur le côté, j'allais dire, économique ou quand même frasque financière de la chose. Parce qu'il y a un an, quand on a présenté ces appareils-là aux fans de l'administration Trump, le modèle qui était présenté ressemblait pas mal plus à un iPhone de haut de gamme que cet appareil-là. Puis finalement, on se rend compte que les gens se sont vraiment fait berner. Ils ont payé l'équivalent de quelque chose comme 500 $ pour avoir un téléphone qui en vaut presque 100 $. Ouais. Et ils ont attendu 1 an. Et là, en tout cas, quand ils vont le recevoir, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est sûr que ce qu'on avait promis, vous me direz, c'est équivalent du reste de l'administration, là. Mais on est loin, comme produit électronique, on est très loin de ce qui a été promis. Et puis après, mais il faut savoir que sur le réseau de Trump Mobile, parce que c'est pas qu'un téléphone, c'est aussi un réseau cellulaire qui existe à la grandeur des États-Unis. On propose l'iPhone, on propose des téléphones de Samsung. Sauf qu'évidemment, là, on a voulu faire un coup d'argent parallèlement et on a proposé le téléphone et il y a malheureusement 600 000 personnes qui se sont fait peler le poil. Mais je ne savais pas qu'il y a un réseau mobile Trump. Oui, c'est un MVNO. C'est un opérateur mobile virtuel. Ah ouais, d'accord. Oui. Et avec un tarif qui est là aussi marketé. Oui, 45-47. 45-47. Wow. Ça veut dire 45e président, 47e président. Tout est marketé et tout a l'air d'être un peu faux. Voilà. Dingue, c'est incroyable. Mais alors, ce qui est assez étonnant, et tu lançais le sujet sur les 600 000, c'était il y a un an. La popularité de Trump a dégringolé depuis quand même. N'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ouais. Donc là, aujourd'hui, s'il le lançait... On va aller voir sur le Bon Coin si on a des Trump mobiles en vente à des prix cassés. Tiens. Je vais me faire l'avocat du diable juste 2 secondes. Pour une fois, je vais défendre Trump ou les gens qui font du business pour Trump Mobile. Tu sais, quand tu montes une start-up et que tu sors un produit... On dit toujours, si tu n'as pas honte de la première version, c'est que tu l'as sortie trop tard. Et donc, là, et c'est juste la première version. J'espère qu'ils ont un peu honte, mais il ne fallait pas qu'ils attendent plus longtemps. Peut-être que la V2 sera bonne. Ça sera meilleur. Ou qu'ils vont planter la boîte. Et d'ailleurs, c'est la pression sociale qui a fait en sorte que l'appareil est sorti. Parce que moi, je me souviens, il y a environ quelques semaines, j'étais à votre émission, mon cher, et je parlais de cette histoire-là. Et suite à ce que j'ai dit, mais pas uniquement moi, là, mais ce que d'autres médias aux États-Unis ont fait, très rapidement, les gens se sont tournés en dedans de 48 heures. D'accord. On envoyait des communiqués de presse, on envoyait des annonces aux gens qui avaient acheté en disant « Oui, le téléphone arrive et on vous le présente très bientôt. » Bon, écoutez, on laisse le Trump mobile se recharger parce que visiblement l'autonomie n'est pas terrible. Et il y en a encore, c'est une autonomie de 2 ans là, non? Mine de rien, encore. 2 Trump, son ça, autonomie est encore de 2 ans. Voilà. On revient dans un instant, bientôt 20h. Petite pause, on attaque notre deuxième partie de ce Tech & Co, la quotidienne, et on parlera de cette révolution chez Ferrari qui a fait couler et grincer, couler beaucoup d'encre et grincer beaucoup de dents. C'est cette Ferrari électrique, on en parle dans un instant. C'est Tech & Co, la quotidienne, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Merci d'avoir choisi BFM Business et d'être fidèle à Tech & Co. On est là chaque soir, du lundi au jeudi, 19h30, 21h, pour commenter l'actualité tech et essayer de décrypter tout ce monde qui va à une vitesse incroyable. On n'a pas encore beaucoup parlé d'IA, on va en parler dans quelques minutes, avec notamment cette initiative albanaise, avec cette ministre albanaise qui est en fait une IA. C'est assez étonnant. Vous allez voir, c'est très intéressant, mais pour débuter, toujours avec Bruno Guglielminetti depuis le Québec, Tristan Nitto, évidemment sur ce plateau, et Enguerrand Renault. Je vous invite maintenant à parler de Ferrari. Ferrari qui a été chahuté en bourse. Le titre termine en baisse de plus de 7% parce que la marque de luxe italienne présentait hier son premier modèle 100% électrique. Mais la Luce, comme on dit, très attendue par les observateurs, n'a pas convaincu. Son design en particulier fait s'étrangler les fans de la marque et inquiète aussi les analystes. Justine Vasson nous raconte tout cela et après, bien évidemment, on en parle sur ce plateau. 4 portes, 5 places, des formes arrondies, un design minimaliste. La Luce, imaginée par 2 anciens chefs du design d'Apple, fait perdre leur latin aux connaisseurs de Ferrari. L'extérieur du véhicule marque une rupture radicale avec le langage stylistique habituel de la marque, notent prudemment les analystes d'Odo BHF. Chez Air Capital, on se dit perdu avec ce nouveau design. Sur les réseaux sociaux, cela va beaucoup plus loin. La Luce est tout simplement moche selon de nombreux internautes. Certains pointe une ressemblance troublante entre l'extérieur de la voiture et celui d'une Nissan Leaf. Or, cette dernière, rappelle-t-il, coûte 35 000 $ quand la Luce est affichée à 645 000. Autre problème, selon plusieurs spécialistes, déjà rencontré par Lamborghini par exemple, celui du bruit du moteur à combustion, absent par définition. Ferrari a travaillé pendant 5 ans sur le son de son moteur électrique pour l'amplifier et offrir à ses conducteurs un semblant de rugissement, pas suffisant semble-t-il pour convaincre les puristes. Voilà, Justine Vasson qui nous explique le lancement, on va dire, un petit peu chahuté de cette nouvelle Ferrari. Alors, on peut saluer l'initiative de Ferrari de passer à l'électrique. C'est un signe plutôt positif quand on sait qu'aujourd'hui, le prix des carburants augmente. Alors, vous allez me dire, si vous achetez une voiture à 500 000 €, finalement, un plein à 50 ou à 100 €, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Mais malgré tout, il fallait que Ferrari aille un petit peu dans le sens de l'histoire en lançant une voiture électrique. C'est le cas. Alors pourquoi on en parle ? Au-delà on va dire, des atermoiements divers, c'est que cette voiture, elle a été designée par un certain Jonathan Ive. Et Jonathan Ive, c'est le monsieur qui est derrière, on va dire, tous les produits emblématiques d'Apple. L'iPhone, bien sûr, les Mac, les premiers Mac. Mais aussi l'iPad. Il a travaillé sur l'Apple Watch. Il a quitté Apple il y a quelques années de cela. D'ailleurs, un départ assez surprenant. On ne s'attendait pas à ce que Jonathan Ive, qui faisait partie véritablement de l'ADN d'Apple, s'en aille. L'ancienne garde qui finalement est partie. Et qui était très proche de Steve Jobs. Dernières années. Il était très proche de Steve Jobs. C'était un ami de Steve Jobs. Donc, il est parti. Il a créé sa boîte en Angleterre de design. Et donc, c'est lui qui est aux manettes du design de cette voiture. Et alors, c'est rigolo parce que sur les forums, et tous les fans, les puristes de Ferrari disent c'est un scandale, cette voiture ne ressemble pas à une Ferrari, etc. Mais que se passe-t-il ? Et puis d'un autre côté, il y a les fans d'Apple qui disent waouh, mais est-ce que ça serait pas finalement un peu l'Apple Car qu'Apple n'a jamais sorti, cette Ferrari ? Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Ce soir, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a 2 écoles et 2 philosophies qui s'affrontent. Bruno, est-ce que tu as eu cette réflexion aussi quand tu as vu cette voiture et que tu t'es dit il y a Jonathan Ive derrière quand même? Moi, j'avais l'impression, au premier coup d'œil, j'avais l'impression de plus voir ce qu'aurait pu être l'Apple Car que ce qu'est une Ferrari. D'autant plus que quand on regarde la couleur qui a été choisie, un bleu comme ça, ça aurait pu coller à quelque chose qui venait de Cupertino. Mais je veux juste revenir sur le fait qu'il y a 1 an, moi, j'étais à Maranello chez Ferrari et justement, je leur parlais. Évidemment, ils ne m'avaient pas dit qui était derrière ce projet-là, mais on me parlait qu'on était en train de développer, que ça avançait bien, une voiture électrique
Mais j'avais demandé, je dis, est-ce que ça va ressembler à ce qu'on connaît, mais ça va carburer, entre guillemets, à l'électrique? Puis on me disait, ben, on est vraiment en train de regarder toutes les tentatives. Puis finalement, un an plus tard, de voir ce modèle-là sortir. Puis je reviens encore sur le fait que le modèle qu'on utilise pour communiquer, mis à part cette vidéo qu'on voit à l'écran, c'est le modèle bleu. Ça n'a rien à voir avec la culture de Ferrari. Nous, à Montréal, on vient de passer une semaine dans le Grand Prix de Montréal. Quand on parle de Ferrari, c'est jaune ou c'est rouge. Oui. C'est jamais bleu, peu importe la teinte de bleu. Alors, c'est sûr que les puristes, quand on voit une bagnole comme ça, qu'on nous prête, je dis bagnole, un peu de respect, là, ce véhicule électrique qu'on présente, dans les grands reportages, il est toujours bleu. Et puis, heureusement, ils ont fait des vidéos où on voit quand même la voiture en rouge. Mais ultimement, on ne sent pas que c'est une Ferrari. Mais de l'autre côté, ceux qui, les fans d'Apple, ben, se disent, ça aurait pu ressembler à ça. Et c'est ça qu'on n'aura pas. Enguerrand, on a tous été impressionnés par le design, le designer Jonathan Ive qui a fait des produits mythiques. Voilà, l'iPhone. Il travaillait aussi sur le ressenti du soft. En fait, il n'était pas que un designer on va dire matériel. Il donnait son avis aussi sur tout ce qui est logiciel. Il y a des petits raffinements technologiques d'ailleurs sur cette voiture Ferrari qui sont impressionnants, notamment la clé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la clé, quand vous la posez au milieu de la Ferrari, il y a un écran carrément sur la clé. Qui se transforme en fait, et le cheval disparaît, je crois. Enfin, il y a plein de petits, on va dire, de petits tours de magie design qui font qu'on se dit waouh, quand même, c'est cool. Et ça fait penser un peu aussi aux premiers émois qu'on a pu avoir avec les produits Apple. Alors moi je trouve que les critiques sont assez mal fondées. Elle est assez jolie cette voiture. Tu en as commandé une d'ailleurs, je crois. Deux, oui c'est vrai. Une jaune oui. Et une rouge. Ah ben voilà, comme ça au moins. Disait mon ami Bruno. Dans ton garage de 1000 mètres carrés, il n'y aura pas de problème. Donc j'en ai commandé 2. Effectivement. Satellifax, ça marche, hein? Ouais. Effectivement, quand on commande une Ferrari, c'est statutaire, d'accord? Il faut le bruit et il faut que ce soit reconnaissable par tout le monde dans la rue. On va en parler du bruit, tiens. Quand on met autant d'argent. Moi, je la trouve plutôt belle. L'arrière rappelle véritablement Ferrari. L'avant, bon, c'est plus innovant. C'est, à mon avis, très bien qu'ils aient fait appel à Johnny Ive. Le vrai sujet derrière, c'est peut-on avoir une Ferrari électrique? Lamborghini s'y était mis avant et il est revenu. Parce qu'une Lamborghini électrique, c'est aussi compliqué. Porsche avait beaucoup insisté, a mis beaucoup d'argent dans l'électrique et avec les résultats qui ont été assez mauvais. Porsche, pour une fois, a eu des grosses difficultés financières. C'est assez bizarre parce que le marché de la voiture va vers l'électrique, mais le très haut de gamme comme ça, ouais. C'est très difficile de faire accepter par les puristes que c'est électrique. Or, les performances, quand on est dans une voiture électrique, effectivement, si on recherche l'accélération et la performance, ça va beaucoup plus vite qu'une voiture thermique. Bien sûr, c'est clair. C'est clair, donc on s'y fera. Je pense qu'on s'y fera. On s'y fera. Oh, d'accord. Tristan, tu vas t'y faire ou pas? Je crois que je suis jamais monté dans une Ferrari de ma vie, donc je peux pas te faire une expérience avant-après. Moi, je me mets à la place des équipes de Ferrari qui sont quand même qui doivent sortir un tour de magie, un truc un peu compliqué parce qu'ils ont en fait une clientèle un peu comme chez Harley-Davidson aussi. Je suis motard et c'est des gens qui n'ont pas envie de changer. Ils ont les idées très précises. Donc ça doit être rouge, peut-être jaune si vraiment. Ouais, voilà. Et encore, attention au jaune, quoi. Et le moteur et l'architecture. Donc c'est évident que c'est un moteur thermique, etc. Mais c'est pas le sens de l'histoire. Donc il fallait un moteur électrique. Mais là, forcément, enfin, même si c'était parfaitement réussi, il y aurait forcément eu des gens qui seront très vocaux en disant c'est pas une Ferrari parce que c'est électrique. Et je comprends bien le truc, mais pour avoir essayé des véhicules électriques, en l'occurrence... Il y a une Harley qui est sortie électrique, je crois. Oui, j'ai pas pu essayer. Moi, j'ai essayé des Zero Engineering, et c'est fabuleux. Ouais. C'est vraiment...
Enfin, en termes d'accélération, j'ai pas pu accélérer à fond. J'ai crié dans mon casque et j'ai coupé avant la fin, quoi. Non, mais j'ai essayé de tourner la poignée. Donc il y a pas de problème. C'est mieux en termes d'accélération. Peut-être pas autant d'autonomie, c'est ça qui est embêtant. L'autonomie est un problème, mais en fait, si on s'en sert au quotidien, ce qui n'est pas l'usage d'une Ferrari, je reconnais, mais au quotidien, l'électrique, c'est top, tant que tu n'as pas besoin de faire 250 km ou 500 km ou 800 km, ce qui est finalement très rare. Donc, c'est vraiment super l'électrique, mais il n'y a pas cette magie du chant, et aussi bien chez Harley-Davidson que chez Ferrari, de ce son qu'on attend, qui est envoûtant, qui est excitant. Les Japonais aussi, avec des 4 cylindres, ont le même genre de problématique. C'est comment est-ce qu'on fait quelque chose qui suscite de l'émotion. Et on a été élevé avec le thermique, et les futurs propriétaires de Ferrari, etc. aussi, et ils s'attendent à cette sensation du moteur hurlant, et qui disparaît forcément. C'est toute la difficulté quand tu es né avec le moteur thermique, hein, et tu étais dans l'exception. Et là, si tu vas dans l'électrique, tu rentres t'es à peu près avec tous les autres. Les performances sont quasiment identiques. Je veux dire, tu conduis une voiture électrique, ça va très très vite tout de suite, quoi. Bruno, c'est évident. Bruno. Oui, François, on parle beaucoup de Ferrari, de l'image, mais il y a aussi l'interface, l'expérience utilisateur qui est intéressante. J'ai écouté une entrevue avec Johnny Ive un petit peu plus tôt aujourd'hui, et ce qu'il a voulu faire aussi, c'était revoir l'interface pour, j'allais dire, le pilote, celui qui a défrayé le coup de la voiture, parce que lui, il en a contre le contrôle tactile dans les nouvelles voitures électriques. Il dit que c'est une aberration, et donc il a voulu revoir ça. Évidemment, on verra avec l'expérience des premiers acheteurs qui ont ça, mais on joue sur la voix, on revient avec des choses qui sont plus classiques. Et ça va être intéressant. Et j'avoue que quand j'ai regardé l'intérieur et j'ai entendu cette entrevue-là avec lui, je pensais aux nouveaux produits qu'il est en train de développer pour les gens d'OpenAI, parce que ça aussi, ça va passer par l'œil de la critique. Il est en train de créer un nouvel objet. Certains parlent d'un téléphone, certains parlent d'un pendentif qui va permettre de communiquer, de faire des choses merveilleuses. Alors, si on prend l'exemple de la Ferrari qu'il livre aujourd'hui, et puis qu'on essaie de pousser le concept à un objet de communication pour OpenAI, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais c'est sûr que dans les grandes lignes, j'avais plus l'impression de voir Apple Car qu'une Ferrari quand j'ai vu ça en image aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, quand elle accélère, elle a un bruit. Mais elle n'imite pas le bruit d'un moteur thermique, parce que Ferrari s'est dit, ça va faire trop de cheap, et il faut partir. J'ai essayé une Golf avec un faux bruit de moteur. C'est non, mais c'était vraiment à pleurer, quoi. Là, je pense que les fans de Ferrari se suicident sur le bitume, quoi, s'ils entendent ça. Donc, ils se sont dit, on va essayer d'amplifier le bruit d'un moteur électrique. Ils sont partis d'une page blanche, et il paraît que quand on accélère, on a un peu comme le bruit d'une guitare électrique, quoi. C'est un truc assez étonnant. Non, on n'a pas, malheureusement. Non. J'adorerais écouter. Hein, c'est sûr. J'adorerais écouter. Mais non, je l'ai pas écouté avant, donc je peux pas dire. Mais le bruit, pour une Ferrari, c'est effectivement... Bon, en tout cas, voilà, ça fait... une partie du prix. Ça fait une partie du prix, puis ça fait jaser cette histoire-là. Donc, on verra bien si c'est un succès ou pas. Dans l'actu, on reste sur le monde du véhicule, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Waymo. Waymo, vous le savez, ce sont ces véhicules autonomes qui, aux États-Unis, servent de taxi. Hein. C'est devenu, on va dire, assez banal, finalement, de commander sur son appli Waymo, sur son Android ou sur son iPhone, un Waymo, et donc là, quelques minutes après, vous avez votre voiture qui arrive, il n'y a pas de conducteur, vous avez votre nom qui s'affiche en fait en haut du véhicule, c'est assez drôle, comme ça vous êtes sûr que c'est votre voiture, vous montez dedans et puis c'est parti, voilà, vous pilotez tous les services de confort, vous pouvez monter la température, la baisser, choisir votre playlist, c'est vachement impressionnant et c'est très agréable, bien sûr, et Waymo marche bien, mais
parfois ça marche moins bien. C'est ça un peu l'actu de ce soir, c'est que en fait il y a pas mal on va dire de contraintes climatiques qui font que ça marche pas. Par exemple, quand il y a une inondation sur la route, là les Waymo elles font comme ça quoi. Ça dit stop les gars, je sais plus trop comment ça marche. T'as suivi un petit peu cette actu, Bruno ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un des problèmes qui avait été publicisé par les usagers de Waymo, c'est notamment justement la façon des véhicules de gérer l'abondance de l'eau sur les autoroutes. Parce que plutôt que de ralentir, ce qui est le bon sens et ce qui est recommandé par les autorités qui gèrent le dossier des automobiles sur les grandes voies, la Waymo, elle a gardé la même vitesse, puis de temps en temps, elle accélérait. Alors évidemment, là, il y a des lumières rouges qui ont commencé à allumer ici et là dans les... les ABS, tous les systèmes de tenue de route, en fait. Ouais. Exactement. Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu des signalements qui ont été faits aux autorités, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire, il y a peut-être un problème par rapport à... en Californie, ça peut aller, ou au Nevada, ça peut aller, où il fait très beau la plupart du temps. Mais quand on commence à offrir ce service-là à Austin ou à Miami, ou puis là, on est en train d'aller ailleurs, je pense à New York, on est en train de faire des tests, ou à Londres, ou à Tokyo, là, on commence à avoir la météo qui n'est pas nécessairement la même chose. Alors, il faut qu'ils revoient. Et là, il y a une énorme mise à jour du logiciel qui va être faite pour essayer de donner un peu plus de bon sens à ce véhicule-là. Oui, parce que je vous rappelle qu'à Londres, il pleut plus qu'en Californie. à San Francisco. Donc, il ne faudrait pas que la Waymo soit quand même un peu perturbée, non ? Tu voulais dire quoi environ sur ce sujet ? Ce qui a été signalé, c'est effectivement la conduite de la Waymo sous la pluie, et puis le fait qu'ils étaient un petit peu perdus par les travaux. À un moment, ils prenaient des chemins, ils recalculaient les chemins qui faisaient que ça prenait des heures et des heures et des heures, et que finalement, le transport n'était pas très sympathique. Donc, il y a eu quelques plaintes. Effectivement, il va y avoir une mise à jour. La vraie difficulté, la vraie question, c'est quand est-ce que ça va arriver en Europe ? Ça doit arriver à Londres, au début. Effectivement, je me disais, si c'était arrivé à Paris pendant tous les travaux avant les JO de 2024, la Waymo aurait été totalement perdue. Ah oui, alors là... Elle aurait été perdue. Complètement perdue. Elle aurait terminé dans la Seine. Elle aurait terminé dans la Seine. Bruno. Et après Tristan. En tête qu'elle évolue rapidement. Parce que souvenez-vous, quand la Waymo est sortie, dans les premiers mois, la façon de protester par rapport à l'arrivée de cette voiture autonome, c'était d'aller mettre un cône orange devant le véhicule arrêtait. Avec le temps, et les ingénieurs ont travaillé, et la Waymo était capable de passer à côté du cône. Mais elle a encore beaucoup de difficultés à gérer les zones de travaux, et c'est pour ça qu'on veut encore bonifier là, sa réflexion par rapport à ce contexte là, de lieux en construction ou en rénovation sur les routes. En fait, ça reste une information un peu légère tant qu'il n'y a pas eu d'accident grave. Et c'est le cas, visiblement. Il y a eu... on a constaté des choses qui n'étaient pas, on va dire, logiques et normales, mais malgré tout, il n'y a pas eu d'accident ou de drame. Donc, après, on se dit, finalement, ces voitures-là, elles ont des mises à jour perpétuelles. C'est un peu comme nos téléphones, où on comble des failles de sécurité, on corrige des trucs qui marchent moins bien, etc., etc. Et puis, une acquisition des données, quand elles sont utilisées, ils apprennent des nouvelles situations. Et c'est en fait une bonne partie du métier de Waymo, c'est de gérer de la big data pour améliorer leurs algorithmes sur la base de l'accumulation de données. Donc plus il y en a qui roulent, mieux ça se passe, quoi. Bon, évidemment, il faut apprendre à gérer les inondations, les travaux. Exactement. Bon, ça va venir. Et donc, tu le disais, Bruno, Waymo va arriver bientôt alors, j'allais dire en Europe, non, on va commencer par Londres, et je crois que d'autres villes européennes vont être déployées. Il était temps, parce que, Waymo commence véritablement à s'installer aux États-Unis, et c'est vraiment très sympa. C'est bien qu'il fasse moins moche quand même. Enfin, j'espère que ça viendra un jour, mais là... Ouais, c'est vrai que c'est un gros bébé, la voiture. Elle est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ouais. On pourrait demander à Ferrari, tiens. Allô, Johnny Ive. Voilà, Johnny Ive, design-nous une belle Waymo, s'il te plaît.
On enchaîne avec cette info assez étonnante. On part en Albanie, si vous le voulez bien. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le sort de la ministre chargée de limiter la corruption. Alors, elle s'appelle Diela. Et c'est une intelligence artificielle. C'est pas un humain. Non. C'est une IA, une première mondiale au poste de ministre. Mais depuis son entrée en fonction, c'était en septembre dernier, on en avait parlé d'ailleurs dans Tech & Co. Elle est vivement critiquée par l'opposition au Parlement. Paul Waller nous explique cette histoire cocasse et on revient juste après. Un ministre doit forcément être une personne physique pour l'opposition albanaise. Elle estime que la nomination de Diela est inconstitutionnelle. La ministre albanaise générée par IA leur répond. Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé, mais pas pour moi-même, mais pour les 972 000 interactions que j'ai eues avec les citoyens et dont j'étais au service dans le cadre d'e-Albania, et aussi par rapport à 36 000 documents numériques que je leur ai délivrés. Je ne suis pas ici pour remplacer les humains, mais pour les aider. L'intérêt d'installer une IA au poste de ministre anticorruption était de préserver les marchés publics de tout conflit d'intérêts selon l'exécutif albanais. L'opposition dénonce, elle, un coup de com' et un manque de transparence du fonctionnement de l'outil. En janvier dernier, la justice albanaise a placé 2 concepteurs de Diela en résidence surveillée. Elle les soupçonne de corruption en lien avec un groupe criminel. Alors bon, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, parce que c'est vrai qu'en Albanie, il y a un peu de corruption, on va dire. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à un poste important, ça peut être tentant. Et je trouve que l'idée de départ de se dire on va mettre une IA à un poste sensible, justement pour limiter la corruption, c'était plutôt intéressant. En tous les cas, comme une expérience. Voilà. Mais donc là, visiblement, il y a le parti qui est un peu opposant au gouvernement, qui monte un peu au créneau. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de cette ministre gérée par l'IA ? Ouais. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, pour l'avoir couvert un peu comme vous autres dès le départ, c'est que la Cour constitutionnelle albanaise là va devoir trancher. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour offrir du service aux citoyens en ligne, ce qu'elle fait très bien et personne ne se plaignait, ou est-ce qu'on peut l'amener dans l'arène politique et lui donner un statut de ministre et de prendre des décisions qui vont avoir une influence sur l'avenir du pays. Et ça, il y a comme un pas important. On a déjà vu des IA qui deviennent PDG d'une entreprise, sauf que de l'autre côté, le conseil d'administration et le président du conseil d'administration sont hyper puissants et ont presque les mains sur le guidon pour orienter l'entreprise. Mais là, dans ce cas-là, on se dit, tout un ministère qui serait sous les guérites de cette IA-là, c'est une chose. Mais parallèlement, puis ça, je ne l'ai pas entendu dans le topo, mais parallèlement dans cette histoire-là, ce qui est amusant, c'est que l'actrice qui a donné son visage et la voix à ce personnage virtuel, à cet avatar, même elle n'est pas d'accord avec l'utilisation du fait que dans son contrat, quand elle a signé son image et sa voix, elle a dit que c'était uniquement pour être un assistant en ligne pour servir les citoyens, mais que jamais elle aurait accepté si cet outil-là, elle savait que ça allait finir dans l'arène politique. Alors même de ce côté-là, peu importe le verdict qu'ils vont avoir, les créateurs de cet avatar-là, de cette IA-là, vont devoir régler un problème avec la représentation humaine de cet outil-là. Voilà, on évoque tous les soirs dans Tech & Co l'impact de l'IA dans tous les secteurs, et même dans le secteur politique, on va dire, et gouvernemental, ça va avoir un impact. Tristan, qu'est-ce que tu en penses ? Mais je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles et que, en fait, dire qu'une IA est ministre... pour moi, c'est n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que l'IA ne peut pas être utile dans les relations avec les citoyens, les aider... Ou aider certains gouvernements, peut-être, de manière... Oui, éventuellement, pourquoi pas, mais l'idée qu'elle soit ministre, c'est n'importe quoi. Déjà, une IA, c'est du logiciel, c'est pas une personne. Donc, on a déjà ce gros défaut qui est exploité par les fabricants d'IA, qui est
anthropomorphisme, c'est-à-dire cette tendance à considérer que c'est des humains et ils utilisent ça pour séduire avec les produits. On se tutoie, on peut l'interroger sur ses sentiments, etc. Alors que c'est juste du logiciel. Donc là, c'est gênant. Mais bon, c'est des gens, ils sont là pour vendre leurs produits, donc je comprends qu'ils soient prêts à tirer toutes les ficelles, mais que un gouvernement fasse ça, je trouve ça irrespectueux vis-à-vis des citoyens. Ce qui ne veut pas dire que l'IA est inintéressante dans ce que je trouve intéressant, c'est que pour ne pas céder à la tentation de la corruption, parce qu'en fait, elle était là pour ça. Hein. Je crois qu'elle réglait des problèmes. Enfin, elle réglait des problèmes de contrat, etc. Qui auraient pu être, on va dire, contaminés par la corruption. Et le fait d'avoir une IA, au-delà qu'elle soit ministre ou non, finalement, c'était de dire à tous les responsables, c'est pas moi qui décide, c'est l'IA qui va trancher et qui va donner tel marché à telle boîte, etc. En fait. Sans corruption. Ce qui est abyssal dans le reportage que vous avez diffusé, c'est plusieurs choses. Un, déjà, c'était une soi-disant ministre anticorruption, et j'ai entendu, je ne le savais pas, que les concepteurs eux-mêmes sont en tôle parce qu'ils sont soupçonnés de corruption. Donc déjà, en résidence surveillée. Voilà, et bon, ça c'est déjà un peu compliqué. Ce que disait Tristan, c'est très vrai. Là, il va y avoir une décision, et ça c'est, à mon avis, extrêmement important, une décision constitutionnelle sur l'IA. Peut-elle ou peut-il être considéré comme une personne ? Effectivement, on passe d'un logiciel et qui résout des problèmes, mais comme beaucoup d'administrations à travers le monde, hein, c'est pas ça. Et là, l'IA est dans son rôle. C'est-à-dire qu'il résout des problèmes, et quand elle dit j'ai X milliers d'interactions, oui, j'ai résolu des problèmes. C'est ce qu'on demande à l'IA. On ne lui demande pas de devenir une personne. Et dans le reportage, là, elle se défend en disant j'ai été blessée. Alors, si une IA commence à être blessée ou vexée, ou enfin, je veux dire, si on lui prête des sentiments humains et qu'on l'humanise en quelque sorte. Et qu'on l'humanise. Et là, il va y avoir une décision constitutionnelle qui va dire non, l'IA, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais l'IA, à mon humble avis, devrait rester un outil. On ne va pas prêter à la fois des sentiments, un visage et une qualité anticorruption à quelque chose qui n'est effectivement que du logiciel. Ça paraît poser des vraies questions. Alors que, en fait, il y a, la corruption, c'est un problème qu'on retrouve partout, mais qui est plus ou moins contrôlé. Il y a des méthodes pour lutter contre ça, des vérifications, des procédures, etc. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas à l'Albanie, quoi. Oui. Mais bientôt, quand on aura un parquet anticorruption fait d'IA qui devra dire si une ministre est corrompue ou non, là, on arrivera dans un monde nouveau. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bruno. À très vite. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de son carnet de l'actualité numérique. Merci à Tristan Nitto, directeur associé commun numérique et Anthropocène chez Auto Technologies. Et merci aussi à Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifact. Et à très vite, messieurs. Vous restez avec nous. Tech & Co ne s'arrête pas là, donc surtout, vous ne bougez pas. On revient dans un instant. Qu'est-ce que c'est qu'Alexa Plus ? Qu'est-ce qui change par rapport à la précédente version d'Alexa lancée par Amazon ? On va en parler dans un instant. Et puis, on découvrira aussi une start-up qui est là pour protéger les acteurs grâce à l'IA, pour pas qu'on puisse, par exemple, les transformer en avatar à leur insu. On découvrira tout ça dans quelques instants. Et après cette pause, ce sera Léa Benaïm qui sera avec nous pour le Tech Flash. A tout de suite et merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, dans quelques instants, j'accueille Clément Monjou, qui est le directeur général d'Amazon Alexa France.
Alexa France qui a annoncé donc aujourd'hui la disponibilité d'Alexa Plus. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Mais auparavant, et comme chaque soir, le condensé de l'actu tech du jour, c'est le Tech Flash et c'est avec le retour de Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et c'est justement ma première news Alexa Plus qui arrive en France et ce, pour tous les abonnés Prime. L'assistant vocal d'OPALIA d'Amazon peut désormais exécuter des tâches complexes, mémoriser les préférences des utilisateurs et interagir de façon plus naturelle. Amazon s'est d'ailleurs appuyé sur le modèle de Mistral pour s'adapter au marché français et restez avec nous sur BFM Business dans Tech & Co. On en parle dans quelques minutes avec Clément Monjou, il est directeur général d'Alexa en France. Toujours dans l'IA, la Chine serre la vis concernant ses talents. Selon Bloomberg, Pékin limite désormais les déplacements à l'étranger de ses meilleurs experts en IA, même ceux qui travaillent dans des entreprises privées comme Alibaba ou DeepSeek. Ces derniers doivent maintenant obtenir une autorisation avant de quitter le pays. La Chine entend ici protéger ses technologies en pleine guerre de l'IA avec les États-Unis. Et également dans l'actualité, Léa, Waymo qui est en difficulté aux États-Unis. Et oui, les robotaxis de Google ont dû suspendre une partie de leurs activités dans plusieurs villes américaines en cause des situations devenues trop complexes à gérer pour les véhicules, comme des zones de travaux ou encore des routes inondées. Waymo a réalisé un rappel de plus de 4000 voitures pour effectuer une mise à jour. En Europe, Bruxelles s'apprête à infliger une amende record à Google pour violation du DMA. Le montant pourrait dépasser les 500 millions d'euros. Cela fait suite à une enquête ouverte en mars dernier qui accuse le géant américain de favoriser ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche et ce, au détriment de ses concurrents. La douloureuse devrait être annoncée d'ici mi-juillet. Et enfin, Starlink préparait une version miniature de son antenne avec une batterie intégrée et un port USB-C. De quoi accéder à l'Internet par satellite sans source d'alimentation externe car à date, l'appareil doit être relié à une prise secteur pour fonctionner. Ce nouveau modèle viserait notamment les usages nomades et tout-terrain dans les zones où l'accès à l'électricité reste limité ou instable. Et pour finir, on vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business ou sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour De quoi je me mail, votre rendez-vous du week-end que vous pouvez rattraper en podcast et en replay. Et cette semaine au programme, après un départ précipité en 2023 pour des raisons juridiques, Oppo signe son grand retour en France avec une nouvelle gamme de smartphones. Et on écoute un extrait justement du porte-parole du constructeur. Le sujet, c'est qu'il y a eu en fait des poursuites judiciaires de la part de Nokia sur des sujets de brevets sur le marché, en fait sur le territoire allemand et sur le territoire français. En Allemagne, en fait, la décision de justice a été favorable à Nokia, donc en fait, Oppo a été obligé de sortir du marché allemand. Et comme à l'époque en France, en fait, c'est un distributeur qui distribue en fait les produits d'Oppo. Le risque était trop important pour lui de rester sur le marché avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que c'est lui qui était responsable. Tout à fait, responsable de la distribution, donc totalement de tous les investissements qui étaient faits en France. Donc c'était une entreprise française qui était gérée par un distributeur, par un investisseur. S'il y avait cette décision juridique concernant les brevets, c'était lui qui trinquait en fait. C'était lui qui était pas Oppo. Tout à fait, c'était lui qui trinquait directement. Donc en fait, il a préféré anticiper la décision de justice et donc partir. Donc en gros, en juillet 2023, Oppo est parti du marché français. Alors la petite histoire est que la décision de justice a été favorable à Oppo en France, mais bon, le risque était trop gros, donc il a décidé de... Quasiment au moment où on a fermé. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de cette interview donc du responsable commercial d'Oppo France, je vous invite à aller soit sur la chaîne YouTube de BFM Tech, soit sur l'appli de BFM Business, ou alors écoutez De quoi je me mail en podcast sur toutes les plateformes de podcast. 20h35, tiens, justement, peut-être écoutez-vous votre podcast en demandant à Alexa de vous le lancer. Ça tombe bien parce que Alexa évolue et on en parle tout de suite avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et oui, c'est un grand jour pour Amazon qui lance en France Alexa Plus. Ça faisait plusieurs mois que Alexa Plus avait été lancé aux États-Unis, je crois quasiment un an. Ça y est, ça arrive chez nous. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu autant de décalage par rapport à la sortie américaine et surtout,
qu'apporte cette nouvelle version d'Alexa, plus intelligente? Clément Mongeau est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Bonsoir François. Merci d'être avec nous, directeur général d'Amazon Alexa France. Grosse journée pour vous aujourd'hui, puisque vous avez annoncé ce matin, en fait, l'arrivée aujourd'hui même d'Alexa Plus. Alors, c'est intéressant parce que Alexa, aujourd'hui, est utilisée par beaucoup de Français. 2 millions de foyers. 2 millions de foyers qui ont soit une télévision, soit un appareil connecté compatible Alexa, soit une enceinte Echo, enfin bref, tout l'écosystème, ou une Fire Stick, etc. Mais c'est vrai qu'on s'en servait pour des usages limités, pour des questions limitées, pour éteindre la lumière, etc., pour lancer de la musique. Mais on ne pouvait pas avoir une véritable discussion. C'est ce qu'on regrettait, en fait. Et ce qu'on regrette de tous ces assistants vocaux, eh bien, à partir d'aujourd'hui, ça change. En effet, ça change. Aujourd'hui, Alexa Plus arrive en France. Alors, en effet, Alexa est présent en France depuis 8 ans. Ça a été peut-être une route un peu semée d'embûches. On a été contraint par une technologie aussi pendant longtemps à devoir parler cette fameuse langue Alexa, ou la langue de l'assistant vocal, où il faut dire exactement quelque chose de très précis, des mots-clés peut-être, pour que ce soit parfaitement compris. Ou alors du « désolé, je n'ai pas compris », cette fameuse réponse. Oui, qu'on avait souvent. Qui avait lieu. Pas que chez vous d'ailleurs, parce que ce soit Siri ou Google Home, on avait les mêmes problèmes en fait. Et nous, notre vision a toujours été la même, c'est-à-dire de construire l'assistant personnel le plus performant. Et aujourd'hui, avec le changement technologique qu'on apporte dans Alexa+, c'est-à-dire les LLM, l'IA générative, on a été capable de construire un assistant plus utile, plus personnel, plus conversationnel. Alors justement, qu'est-ce qui change avec cette Alexa Plus par rapport au précédent Alexa ? Alors je pense que dès la première conversation, vous vous en rendrez compte, elle est plus conversationnelle, c'est-à-dire que je peux lui parler, l'interrompre, changer de sujet. D'ailleurs, j'ai même plus besoin de redire le mot Alexa au sein d'une conversation. Alors, il faut le dire au début de la conversation pour qu'elle se réveille en quelque sorte. Elle sort de son état de veille et ensuite, je peux avoir une conversation de manière extrêmement naturelle. Lui demander la météo, puis lui demander comment je suis habillé. Est-ce que c'est approprié pour sortir Parce qu'elle va vous photographier. Voilà, c'est toute une série aussi de capteurs qui rendent la conversation plus riche. Ensuite, elle est plus intelligente. Je peux lui parler, comme on vient de le dire, de tout et de rien. Aussi bien la recette du riz au lait pour ma fille que la capacité d'emport d'Ariane 6 avec 4 boosters. Et ça, elle saura y répondre. Donc ça, c'est très important. Elle est aussi plus personnelle. C'est-à-dire que Alexa Plus va être capable d'apprendre de vous, mais aussi de votre famille. Donc vous allez pouvoir lui dire de se souvenir que votre groupe de musique préféré est... je ne sais lequel, mais voilà. Allez-y, vous pouvez y aller. On ne discute pas des goûts musicaux. Je ne serai pas vexé. Ou alors que dans votre famille, vous avez un membre qui est végétarien et que vous souhaitez adapter les menus. Et le quatrième point qui a été extrêmement important pour nous, c'était que ce produit ne soit pas simplement une traduction d'un produit tech. C'est-à-dire que Alexa Plus soit véritablement française. Donc nos équipes ont travaillé pour que Alexa Plus soit capable de comprendre naturellement notre argot, nos expressions, notre humour, mais aussi qu'elle se passionne pour notre musique, pour notre cuisine. Et tout ça est rendu grâce à une nouvelle voix. Donc vous l'avez francisé. On a francisé. Alors Alexa était déjà très française. Oui. Je pense qu'elle est encore plus parce que elle va être capable de discuter avec vous des expressions qui font véritablement un Français seul pourrait être à comprendre. Et ça, pour nous, ça a été un travail essentiel. Et le dernier point, c'est qu'aussi Alexa Plus est capable de prendre des actions dans le monde réel. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire des actions de bout en bout, donc d'organiser votre calendrier, de réserver une table de restaurant pour vous, de contrôler votre maison, etc. C'est-à-dire que je peux, alors qu'avant c'était même pas imaginable, je peux aujourd'hui demander à Alexa de me réserver un restaurant pour 2 personnes à telle heure, dans tel quartier. Simplement ça, en fait, si j'ai tout connecté, tous mes comptes, etc., elle va connexion de compte dans ce cas-là, mais elle va me dire. OK, votre réservation est confirmée pour telle heure pour 2 personnes, c'est ça ? Et si vous avez vos petites habitudes, que vous avez dit à Alexa que votre restaurant préféré était un restaurant particulier, il suffit de dire Alexa, réserve mon restaurant préféré ce soir pour 20h. D'accord. Donc là, comment ça se passe en fait ? Elle va comprendre ce que je dis.
elle va checker ce restaurant parce qu'elle l'aura en mémoire, elle va s'en souvenir, et elle va aller quoi, sur Fork? Voilà. Donc, un de nos gros travaux avec ce lancement d'Alexa Plus, ça a été de travailler avec des marques. Voilà, parce que vous ne faites pas tout seul, là. Exactement. Des marques qui sont utilisées et que les Français aiment. Et en l'occurrence, sur ce cas, nous avons travaillé avec The Fork pour s'intégrer à leur large sélection de restaurants. Et grâce à leur service, Alexa est capable de communiquer et de dire à The Fork de réserver une table pour vous. Quels sont les autres partenaires que vous avez? On parlera tout à l'heure de Mistral, mais qui est un partenaire, on va dire, technologique, justement pour franciser Alexa. Mais vous avez cité The Fork. Est-ce que je peux commander un Uber, par exemple, avec... Alors, aux États-Unis, nous avons annoncé un partenariat avec Uber. Ça, dans les prochains mois, chez nous, on a aussi annoncé des partenariats français. Pour nous, ce qui était aussi important, c'était d'arriver avec des marques françaises. Donc, on arrivera bientôt à pouvoir commander son plombier grâce à mesdépanneurs.fr et bien d'autres. Et aussi, là où nous sommes, quelque chose qui était très important pour nous, c'était d'amener des marques que les utilisateurs utilisent déjà quotidiennement sur Alexa, comme leur service musical préféré, comme Deezer par exemple, qui est aussi connectable à Alexa Plus et qui a une expérience enrichie de découverte musicale, et aussi d'amener des sources d'infos vérifiées et sûres de médias locaux français. La crainte de parce que c'est de l'IA générative aujourd'hui, et on sait que l'IA générative c'est formidable, mais parfois ça dit des bêtises. On peut avoir des hallucinations, comme on dit. Est-ce que vous avez anticipé des possibles erreurs d'Alexa Plus? Alors, c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans le processus de développement du produit. C'est-à-dire que nos équipes ont testé dans ces cas la possibilité, avec des processus qu'on appelle de red teaming, pour s'assurer que Alexa n'aille pas sur des sujets qui ne seraient pas ceux sur lesquels elle est habilitée à aller, mais aussi à s'assurer qu'elle soit suffisamment robuste pour que les conversations soient correctes face à l'utilisateur. D'accord. Alors j'imagine que vous avez cité des médias, vous avez cité The Fork, etc. L'idée c'est d'enrichir en fait ce partenariat avec des services numériques qu'on utilise au quotidien, c'est ça ? C'est ça. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment... chez Amazon, il y a un principe fondamental, c'est la sélection. Comme vous avez une large sélection sur Amazon.fr de produits que vous pouvez acheter. Est-ce que je peux acheter, tiens, avec alors, Alexa Plus ? C'est aussi une des expériences qui change avec Alexa Plus. L'expérience d'achat est magnifiée. Vous pouvez naturellement demander une sélection de produits et demander à Alexa de faire une comparaison et aussi passer à l'achat directement via Alexa. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, depuis le lancement d'Alexa Plus, on a un peu plus de recul qu'en France, les usages de shopping ont été multipliés par 3 depuis l'arrivée d'Alexa Plus. D'accord. Alors que ce n'était pas le cas avec le précédent Alexa. C'est des usages nouveaux qui arrivent. Dans le précédent Alexa, peut-être la simplicité d'interaction était plutôt sur commander de nouveau un produit, par exemple des produits d'entretien, etc. Là, vraiment, on est dans de la découverte, on est capable de naviguer dans le catalogue de produits d'Amazon. Parlons de Mistral, parce que lors de votre conférence de presse ce matin, ils étaient avec vous sur scène pour expliquer qu'ils ont participé à l'élaboration de cet Alexa français. C'est justement, Alexa a porté cette French Touch d'IA, c'est ça, dans Alexa Plus ? Alors, ce qui fait d'Alexa Plus quelque chose d'assez unique, c'est que c'est une architecture tout à fait particulière. C'est plus de 70 modèles qui permettent de répondre aux réponses. Alors, il y a le vôtre, il y a Nova. Voilà, donc il y a Nova. Il y a Anthropic. Il y a Anthropic. Et aujourd'hui, ce qu'on a annoncé aussi, c'est que, notamment pour les langues non anglaises, nous utilisons des modèles Mistral pour s'assurer que ce qui est restitué au client est approprié dans la bonne langue et dans les bonnes normes culturelles. Alors le prix de tout cela, parce que Alexa Plus, on a dit tout et n'importe quoi concernant son tarif. Vous avez annoncé aussi son prix. Ça coûte combien ? Donc Alexa Plus, aujourd'hui, est disponible en accès anticipé. Donc dans cette période, c'est une période dans laquelle on va progressivement inviter nos clients à rejoindre le service. C'est gratuit pendant l'entièreté de cette période. À l'issue de cette période, il y aura la possibilité de s'y abonner. Mais surtout, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est que ce sera inclus dans le programme Prime en France. D'accord. Donc à partir du moment où je suis abonné Prime, je pourrai bénéficier de tous les services d'Alexa Plus. Et le prix de Prime reste le même. Donc voilà, vous pourrez bénéficier de tous les services. Et on pense aussi que c'est probablement le meilleur assistant pour découvrir vos bénéfices Prime, aussi bien comme on en disait sur le shopping.
mais aussi découvrir le dernier film de Prime Video ou les dernières musiques sur Amazon. Oui, c'est parce que je peux interagir et dire, bah voilà, tiens, je veux regarder un film avec... je sais pas moi, Sean Connery, il va nous faire une liste et puis après on peut le lancer simplement par la voix. Parce que ce qu'il y a je trouve intéressant, c'est que malgré tout, vous gardez la richesse de tout ce qui est IoT chez Alexa. Parce que Alexa, c'était évidemment des questions parfois bêtes qu'on pouvait lui poser, mais surtout l'interaction qu'on pouvait avoir avec tout notre univers numérique. Et ça marche de la même manière qu'auparavant. C'est ça. Mais c'était aussi un des challenges du développement de ce produit, c'était d'amener toute cette richesse, toute cette connexion qui ont lieu dans la maison vers cette nouvelle version. Et donc, en effet, pour nos clients existants, c'est quelque chose qui est totalement transféré dans Alexa Plus et magnifié avec cette nouvelle surcouche. J'ai une vieille enceinte Alexa. Est-ce que ça va marcher Alexa Plus ? Oui. 95% des enceintes Echo actuellement utilisées en France sont compatibles avec Alexa+. D'accord. Et donc, si j'achète une nouvelle, ça ne changera rien. Enfin, alors, elle sera plus performante parce qu'elle sera plus nouvelle, plus récente, mais... Les nouvelles enceintes amèneront des fonctionnalités supplémentaires. D'accord. Par exemple, la détection de visage ou un audio augmenté. Mais aujourd'hui, si vous achetez dès maintenant une nouvelle enceinte à partir d'aujourd'hui, vous avez un accès direct à Alexa+. Donc c'est aussi une nouveauté. D'accord, mais après je serai obligé de prendre un abonnement Prime. Prime ou l'abonnement mensuel. Dernière question, tout cela arrive dans un moment assez intéressant où tout le monde dégaine son assistant vocal boosté à l'IA générative. Google l'a fait, on s'attend à ce que Apple lance son Siri aussi, qui deviendra intelligent. Est-ce que ça va pas devenir aussi une période de forte concurrence finalement, où chaque assistant vocal va devoir en fait montrer qu'il est le meilleur pour essayer de remporter la mise, quoi. Comme je vous le disais précédemment, notre conviction chez Amazon, c'est qu'il y a des assistants pour tous les usages et des IA pour tous les usages. Nous, notre mission avec Alexa+, c'était d'amener vraiment l'assistant personnel le plus performant. Et donc voilà, on pense que c'est quelque chose qui déjà va être adoré par nos millions de clients existants et qui, à mon avis, est intéressant pour tous les Français. Donc on est assez convaincus par ce produit. Voilà, à tester. Donc si vous avez une enceinte Alexa, qu'elle soit branchée ou peut-être dans le tiroir, vous la rebranchez. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien d'autre ? Elle est fortement branchée avec nos millions de clients. Non mais alors, si je veux tester Alexa+, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de se rendre sur Amazon.fr et de s'inscrire à l'accès anticipé. Et vous serez rajouté vous aurez un accès dans les prochaines semaines, ou sinon d'acheter l'un de nos derniers produits. Et là, c'est un accès instantané. Merci beaucoup Clément Monjou. Merci François. Directeur général d'Amazon Alexa France. Et tout de suite, direction la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Bonsoir Kesso Diallo. Bonsoir. Merci d'être là Kesso, journaliste à la rédaction de BFM Tech. Et ce soir, tu vas nous parler d'une première mondiale avec la Chine qui va déployer des robots humanoïdes marge-d'homme à grande échelle. Oui, et ça, c'est grâce à une entreprise, Giga AI, qui va lancer un robot majordome destiné au grand public. Ce robot, il s'appelle Sealight S1 et il fonctionne grâce à une IA embarquée qui lui permet d'analyser son environnement et d'agir en toute autonomie. Et grâce à ses 2 bras et à sa base mobile, il serait capable de cuisiner, faire la lessive, ranger ou encore interagir avec son environnement. Tout ça sans être un danger pour vos enfants ou vos animaux d'après ses concepteurs, parce qu'il est doté de capteurs de sécurité qui sont conçus pour éviter tout accident avec eux. Et en fait, avec ce robot, la Chine, elle espère tout simplement répondre à la crise démographique et au vieillissement de la population, notamment en aidant les personnes âgées. Mais alors, pour l'instant, ce robot n'est pas vraiment spectaculaire, Kesso. C'est le cas de le dire, parce que malgré toutes les déclarations de Giga AI, ce robot, en fait, il n'est pas vraiment autonome. Certaines présentations reposent encore sur une assistance humaine discrète, notamment via des dispositifs de contrôle à distance. Ouais, en gros, il y a un gars avec une télécommande qui... Oui, un peu comme Tesla avec Optimus il y a 2 ans. Ok. Et au-delà de ça, évoluer dans un environnement domestique, ça reste un défi majeur pour la robotique, parce que les robots humanoïdes doivent réaliser des tâches complexes et s'adapter à un espace en 3 dimensions qui change et qui est imprévisible. Mais peut-être que ces problèmes seront réglés d'ici le lancement à grande échelle de ce robot, parce que l'entreprise, elle prévoit d'abord de les déployer auprès de ses employés d'ici la fin du mois, pour ensuite les mettre à disposition gratuitement à Wuhan dès le premier semestre de l'année prochaine. Et ce n'est qu'en juin 2027 qu'ils seront commercialisés à un prix autour de $15 000. Voilà, et ce sera en Chine ? En Chine. Pas chez nous ? Pas chez nous. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
Peut-être que c'est pour le mieux. Non, mais vaut mieux qu'ils essuient les plâtres pour voir si ça marche, il n'y a pas de problème, s'ils écrasent pas le chien, s'ils font pas tomber les coupes de la grand-mère qui sont en cristal, on verra bien. Et puis après, ils viennent chez nous. Voilà, après ils viennent chez nous. Merci beaucoup, Kesso. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, direction le site BFM Tech. Il est temps maintenant de parler d'IA et de droits d'auteur avec mon invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et c'est Emmanuel Lipsic qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes le CEO de IPFC. Vous êtes une start-up qui a été fondée par 2 entrepreneurs, donc vous-même et Thomas Cohen, et rejoint récemment par Guillaume Lacroix, qui est le fondateur de Brut, entre autres. Et IPFC, ça veut dire Intellectual Property for Creators, c'est ça ? Absolument. On est la première société de gestion collective à gérer les problématiques d'IP sur IA, de propriété intellectuelle. Voilà, le droit d'auteur. Exactement. C'est ça. C'est quoi le problème aujourd'hui des droits d'auteur face à l'IA ? Alors, on est dans un Far West total. Il faut bien se rendre compte. Parce qu'il y a un flou juridique aussi qui est monstrueux, non, là-dedans ? Oui, absolument. On est dans un Far West total. Il faut se rendre compte déjà de l'ampleur des dégâts. Il y a aujourd'hui une statistique, juste un chiffre qui est vraiment parlant. D'ici la fin de l'année, 90% de tous les contenus digitaux passeront en tout ou en partie par l'IA générative. Donc c'est considérable. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'année dernière, il y avait 10 millions de contenus qui étaient produits par l'IA, donc full IA, qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux, donc, sur Instagram, sur vidéo, YouTube. Musique, enfin voilà. Absolument. Photos aussi, j'imagine. Photos, bien évidemment, il y a des deepfakes dans tous les sens. Et on est passé de 10 millions il y a un an à 80 millions. Ça veut dire 1000 contenus par seconde qui sont produits par l'IA, avec dedans évidemment des problématiques de deepfake et de l'IP, ce qu'on appelle de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle qui est présente dans tous ces contenus, de la musique, de la photo, de la vidéo. Et donc on a aujourd'hui une problématique gigantesque avec 2 mondes qui n'arrivent pas à se parler. D'un côté, on a une galaxie de créateurs, de talents, de personnalités publiques, d'industries créatives. D'humains, on va dire. Exactement, absolument. C'est notre sujet, l'humain. Ouais. Donc on a une galaxie de talents humains qui nourrit ces contenus. Et de l'autre côté, on a des IA, des modèles d'IA d'ailleurs qui sont protéiformes. Il y a évidemment les gros modèles d'IA, mais il y a des plateformes qui agrègent aussi des technologies d'IA et qui produisent ce contenu et qui cherchent, elles, à rentrer sur le marché régulé. On a donc le marché de la licence. Donc on a deux mondes qui veulent se rejoindre et qui n'y arrivent pas, avec des enjeux considérables dans 5 ans. Puisque le marché de l'IA dans 5 ans, il est estimé global à 1500 milliards, et le marché de l'IP qui va être versé sur cette enveloppe de 1500 milliards, c'est 100 milliards par an. Donc nous, notre objet, c'est de créer des ponts entre ces 2 écosystèmes. D'un côté, les créateurs, de l'autre côté, les modèles d'IA qui veulent rentrer sur la licence, et de favoriser cet échange monétaire, puisque nos membres sont des créateurs, et notre objet, c'est vraiment de créer les conditions favorables de la licence de demain. Mais comment faire ? C'est-à-dire que là, il faut remettre à plat en fait toutes les lois, toutes les réglementations pour construire quelque chose où l'IA et les droits d'auteur peuvent s'entendre. Ouais. Déjà, ça ne va pas être facile, ça. Ouais. Mais vous avez une solution technologique pour ça, ou vous êtes simplement des facilitateurs, des médiateurs En fait, c'est uniquement un changement de point de vue. Il y a un cas d'usage qu'on utilise souvent parce qu'il est parlant. C'est le cas d'usage de Miyazaki. Il y a un peu plus d'1 an, le studio Ghibli Miyazaki. OpenAI pour la sortie de son modèle GPT-4, ça a l'air d'être il y a une éternité. Il y a une éternité. Et c'est vrai que tout le monde s'amusait à faire ces photos comme un peu à la façon du studio Ghibli. En fait, c'est ce qu'on mettait dans les prompts. Ouais. Le prompt, c'est hyper important parce que c'est l'endroit où se crée le contenu. Ouais. Et donc, il y a eu en une semaine à l'époque 700 millions d'images produites en une semaine. C'est vraiment le premier tube de l'IA. Et dans chacun, donc Miyazaki, lui, le pauvre, il n'arrivait pas à faire respecter, tous ses films ont été absorbés, et les 700 millions de contenus ont été produits sans qu'il donne son autorisation, évidemment sans qu'il soit rémunéré. Pourquoi ? Parce que les modèles d'IA, et c'est la spécificité de l'IA générative avec la création, c'est qu'elle transforme les œuvres. C'est vraiment le
le changement majeur, c'est que l'œuvre est transformée, elle perd son statut solide qu'elle a eu pendant si longtemps. Et donc, incarné par un créateur, en fait, ça devient une espèce ça devient un style. Voilà, en fait, on extrait des œuvres un style, et Miyazaki n'est pas protégé dans cette configuration. Pourquoi ? Parce que ce qui est rentré en input est trop différent de ce qui sort en output pour être protégé par le droit d'auteur et le copyright. Donc le marqueur historique, l'œuvre, ne fonctionne plus. Et nous, là où on intervient pour protéger et rémunérer, c'est en changeant de paradigme. On est très pragmatique. On regarde quel est le marqueur qui est utilisé systématiquement dans l'IA générative. C'est le nom au moment du prompt. Et c'est ça qu'on protège. Si je reviens à l'exemple de Miyazaki, 700 millions d'images, sans aucune exception, dans les prompts, il a été mentionné le nom Ghibli ou Miyazaki. Et c'est ce nom qu'on protège. D'accord. Puisque l'idée, c'est avec IPFC, on n'est pas une solution technique, on est vraiment une société de gestion collective. C'est très particulier comme modèle. C'est un très beau modèle. C'est un modèle français historiquement. Et on l'adapte aux problématiques d'aujourd'hui. Et donc, nous, notre angle, c'est d'avoir des membres des industries créatives, des créateurs, des personnalités publiques sur des industries transversales, la musique, le cinéma, le sport, le luxe, qui ont tous en commun d'avoir leur nom qui est appelé par l'IA générative. Donc, ils inscrivent leur nom chez nous et on leur offre des services de protection, parce que ça commence comme ça. Pour ouvrir à la licence demain, il faut d'abord protéger son IP. Aujourd'hui, c'est le Far West, donc on commence par protéger l'IP. Comment réagissent les OpenAI, les Google ? Parce que c'est eux qui ont la clé. En fait. Absolument. Nous, on parle à ces deux écosystèmes, donc les créateurs d'un côté et les modèles d'IA de l'autre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le moment Napster Spotify. On a bien cette image. Le premier acteur régulé prend le marché. Donc il y a une course en réalité. L'image qu'on a aujourd'hui de l'IA qui vole, qui pille, etc., c'est pas du tout ça la réalité du marché. C'est comment accéder de manière régulée à un écosystème créatif de façon simple. Et il n'y a pas de solution qui existe dans le monde entier. On est la première société de gestion collective au monde à organiser les échanges avec cette colonne vertébrale du nom dans le prompt. Et c'est très efficace parce qu'on est contacté par des grands modèles internationaux et d'autres petits modèles, d'autres plateformes. Donc il y a des usages B2C, des usages B2B. Donc on observe la place stratégique que prennent chacun des oui, et puis je pense que c'est même pour les grands modèles leur intérêt de régler ce souci-là, parce qu'au bout d'un moment, ça va leur coûter très cher, je pense. Et s'ils veulent gagner une espèce de légitimité à être numéro un, il va falloir qu'ils rentrent un peu dans le rang, finalement. Oui, mais c'est pas cette façon de rentrer dans le rang. C'est une façon de voir qui est un petit peu datée déjà. Oui. En fait, elles veulent être les premières à proposer de la licence. Donc, il y a des cas d'usage B2B. Je peux donner un exemple pour qu'on comprenne bien. On était à Cannes la semaine dernière, donc on était sur le sujet du cinéma. Si une IA de scénario veut utiliser des scénaristes connus, des Aaron Sorkin, etc., comme Script Doctor, ou pour aider à réaliser un scénario, en fait, les scénaristes peuvent décider d'ouvrir à la licence. Et ce qui est très intéressant, c'est que le scénario qui en résulte devient une nouvelle œuvre dans laquelle le scénariste qui a été prompté, lui, il devient partie prenante de cette œuvre. Tout à fait. Et donc, il est rémunéré et il est auteur, en fait, de cette... Moi, je viens du milieu de la musique. Donc, à l'époque, il y a toujours un peu d'avance avec la musique. Donc, à l'époque, il y avait le sample dans le hip-hop. Et c'est un peu la version... XXL du sample. Exactement. Et on se souvient qu'au début, le sample, c'était tout le monde criait au scandale, parce que c'était... Exactement. Voilà, on se souvient de plein de chansons, évidemment, qui avaient marqué les esprits. Merci beaucoup, Emmanuel Lipsic, CEO donc de IPFC. Très intéressant comme sujet, évidemment qu'il n'en est qu'à son début, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ce Tech & Co est terminé. En ce lundi, merci de nous avoir suivis. On est mardi, pardon. En ce mardi, on sera là demain, mercredi, ça c'est sûr, dès 19h30 à la radio, à la télé, puis dans quelques minutes, les replays et les podcasts de cette émission qui vous attendent. À demain, bonne soirée. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.